L'atelier est un lieu ambivalent, comme l'indiquent d'ailleurs les mots qu'utilisent les historiens de l'art anglophones pour en parler. Certains évoquent le mot de studio, pour faire référence au studium et au studiolo, des lieux de l'étude. L'atelier est ainsi assimilé à un espace d'étude, c'est-à-dire à un lieu de construction d'un savoir, d'une culture, fondé sur le libre exercice de l'intelligence. D'autres, au contraire, parlent de l'atelier comme d'un workshop, un terme qui est lié à l'allemand Werkstatt, au néerlandais Werkplatz, mais aussi à l'italien Bottega, qui évoque le français boutique, valorise la dimension manuelle et marchande de l'atelier. C'est un lieu où l'on travaille, work, et où éventuellement on vend ses œuvres en faisant boutique, shop. Les mots français le disent encore. L'astelier, dérivé du terme astel, petit morceau de bois, désigne au XIVe siècle un tas de bois, puis le lieu de travail du bois, avant de s'étendre au XVIe siècle à l'ensemble des lieux de production des artistes. De l'examen de ces deux acceptions générales, nous pouvons ainsi constater que l'atelier constitue dans l'histoire de l'art européen le lieu par excellence de conflit entre les deux dimensions qui depuis l'Antiquité hantent et structurent la vie artistique, d'une part l'art comme projet intellectuel, et d'autre part l'art comme production technique et manuelle. Bien évidemment, l'atelier ne naît pas à la Renaissance. Tous les témoignages anciens des pratiques artistiques antiques, tout comme les quelques représentations que nous en avons conservées, jusqu'aux reformulations tardives et fantaisistes, imaginées par exemple par les peintres du XIXe siècle, montrent déjà la place prédominante de l'atelier dans la vie des peintres et des sculpteurs grecs et romains. En dehors des grands décors sculpturaux et picturaux pour lesquels les artisans étaient contraints de se déplacer in situ, temples, portiques, décors de théâtre, palais, maisons privées ou tombes, l'omniprésence des œuvres mobiles, des statues et des statuettes, des tableaux faits sur bois, faits sur pierre, comme des stèles, faits sur marbre, et à partir de l'Empire romain faits sur toile, faisait de l'atelier le lieu idéal de production des objets d'art. Le travail y est organisé de manière assez similaire à celle des ateliers de la période moderne. Philostrate nous explique dans son traité de la sobriété qu'avant de dessiner sur le tableau dont il a l'idée, le peintre doit broyer et mélanger ses propres couleurs qu'il achète auprès d'apothicaires. Délier dans de la cire mêlée à de la résine, ce qu'on appelle la technique de l'encaustique à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, ou dans un liquide constitué d'un liant, la technique de la détrempe, les couleurs sont ensuite placées sur des palettes ou sur des tablettes portatives dans, je cite, de grands coffrets où sont pratiquées de petites cavités qui reçoivent les cires des différentes couleurs. Fermez les guillemets, il s'agit d'une citation de Varron dans De la vie rustique. Afin de concevoir leurs œuvres, les peintres y réalisent une première esquisse, généralement au crayon blanc sur un fond bleu, avant d'appliquer les couleurs à l'aide de pinceaux, les pennecilla, dont la taille est très variable, ainsi que d'éponges afin d'estomper les contours et d'égaliser les empattements. Chaque atelier obéit à des règles très strictes, liées à l'organisation collective de son travail, mais aussi au secret de fabrication et à la réputation que le maître veut préserver de ses concurrents, comme en témoignent les nombreuses anecdotes mettant en scène les visites que les différents peintres effectuaient dans l'atelier de leurs collègues. La plus célèbre d'entre elles est la visite d'Apelle dans l'atelier de Protogène, qui est narrée dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Protogène habitait Rhodes. Apelle, ayant débarqué dans cette ville, fut avide de connaître les œuvres d'un homme qui ne lui était connu que de réputation. Incontinent, il se rendit dans son atelier. Protogène était absent, mais une planche de grande dimension était préparée sur un chevalet, et il n'y avait là d'autre gardien qu'une vieille femme. Celle-ci répondit que Protogène était sorti, et que pour le lui redire, demanda le nom du visiteur. « Le voici, dit Apelle, et saisissant un pinceau, il traça avec de la couleur, en travers de la planche, une ligne d'une extrême finesse. Protogène, de retour, la vieille lui raconta ce qui s'était passé. L'artiste, dit-on, ayant contemplé la délicatesse du trait, déclara que c'était Apelle qui avait dû venir. Nul autre n'était capable d'un travail aussi parfait. Lui-même, alors, avec une autre couleur, traça un filet plus mince encore et sortit en redemandant à la vieille, si l'étranger revenait, de le lui faire voir et de lui dire « Voilà celui que vous demandez ». C'est ce qui arriva. Apelle revint, et rougissant d'être surpassé, avec une troisième couleur, il refendit encore les deux lignes par une autre qui ne laissait place à rien de plus fin. Protogène, s'avouant vaincu, vola au port à la recherche de son hôte.
Avec le développement des arts athéniens, macédoniens et romains, l'atelier antique est un univers à part entière, avec ses règles, ses rites, comme une sorte de microcosme à l'intérieur même du monde, et pour paraphraser la phrase qui aurait été gravée sur le fronton de l'Académie de Platon à Athènes, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nul n'entrait dans un atelier s'il n'était peintre. La visite d'Alexandre le Grand dans l'atelier d'Apelle, à Éphèse ou peut-être à Suse ou à Babylone, en est la plus célèbre illustration. Apelle avait de l'aménité dans les manières, ce qui lui valut la faveur d'Alexandre le Grand. Ce prince venait souvent le voir dans son atelier, car, comme nous l'avons dit, il avait interdit par ordonnance qu'aucun autre peintre fît son portrait. Mais un jour que dans son atelier, Alexandre parlait beaucoup de peinture sans s'y connaître, l'artiste l'engagea doucement à se taire, lui disant qu'il prêtait à rire au jeune garçon qui broyait les couleurs, tant son talent lui donnait d'autorité sur un roi d'ailleurs irascible. Décrit comme un monarque en son royaume, gouvernant ses sujets, ses apprentis, et faisant valoir son autorité sur tous ceux qui pénètrent les frontières de son territoire, le peintre Apelle peut être considéré comme le premier prototype du maître d'atelier, dont les théoriciens de l'art et les littérateurs ne se départiront jamais véritablement, de Giorgio Vasari jusqu'à Émile Zola. À partir de la fin de l'Antiquité tardive, l'art tel qu'il est généralement étudié par l'histoire de l'art médiéval devient un art essentiellement religieux, tant sur le plan de ses sujets que de sa structure professionnelle et sociologique. Cette évolution joue un rôle considérable dans le développement et l'histoire des ateliers. Pendant le Haut Moyen Âge et durant l'époque romane, les ateliers sont d'abord hébergés par des monastères, et les tâches des artistes, si l'on peut utiliser ce terme, sont le plus souvent liées à une spécialisation. Les uns s'occupent de réaliser les peintures murales des chapelles ou des lieux de culte locaux, tandis que d'autres réalisent des enluminures dans des livres sacrés en collaboration avec les rédacteurs et les calligraphes. Les premières traces d'ateliers européens médiévaux, dans l'Irlande chrétienne du 7e et du 8e siècle, semblent confirmer cette spécialisation des talents. Il arrive toutefois que des ateliers extérieurs, mettant à contribution des artisans issus du monde civil, tissent des relations privilégiées avec certaines institutions religieuses, leur fournissant très régulièrement des objets, orfèvrerie, cuir, sculptures polychromes, etc., ou répondant à leurs commandes, décors muraux sous la forme de fresques ou de mosaïques. Au XIIe siècle, le développement des grands ensembles architecturaux amène les ateliers à se regrouper non plus seulement autour des monastères et des abbayes comme Saint-Denis ou Cluny, mais encore des églises paroissiales et des cathédrales. Au sein de cette économie séculière et régulière de l'art, la fabrication des livres peints joue un rôle essentiel. Elle occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne des moines et requiert des matériaux, cuir, parchemin, encre, pigments, plumes, pinceaux, très souvent produits et préparés par le monastère lui-même, sauf lorsqu'il s'agit de matières particulièrement précieuses comme les feuilles d'or. Le travail des moines peut être solitaire, leur atelier se limitant à leur cellule où ils travaillent seuls. Il peut également être collectif, quand dans une congrégation religieuse, valorisant particulièrement l'illustration des ouvrages religieux, comme l'ordre des bénédictins, on met à la disposition des moines artistes une salle commune appelée scriptorium, où ils travaillent le plus souvent en collaboration les uns avec les autres. C'est d'ailleurs un moine bénédictin, le frère Théophile, qui publie au début du XIIe siècle le premier grand traité de peinture de l'époque chrétienne, le De Diversis Artibus, qui prodigue sur les différentes étapes à suivre dans la réalisation d'une peinture ou d'un vitrail des conseils extrêmement précieux et qui met l'accent sur l'importance de l'atelier. Faites-vous construire un bâtiment vaste et imposant s'étendant vers l'est. Sur son mur sud, faites installer autant de fenêtres que vous le voulez et pouvez, les séparant les unes des autres de 5 pieds. La situation des ateliers d'artistes change-t-elle fondamentalement à partir de la fin du Moyen Âge ? Ici encore, il faut se méfier des idées reçues. On lit souvent que le moment historique et artistique que l'on désigne sous le terme de Renaissance se caractérise notamment par le soutien qu'elle apporte à une revalorisation intellectuelle de la pratique des arts. S'inscrivant au sein du binôme médiéval des arts mécaniques et des arts libéraux, des arts de la main et des arts de l'esprit, les artistes et les théoriciens auraient, dès le XVe siècle, tenté de montrer que la peinture, la sculpture ou l'architecture méritaient d'être davantage considérés comme des arts de l'esprit plutôt que comme des arts de la main.
Cette affirmation n'est pas totalement fausse, mais elle mérite d'être fortement nuancée en faisant valoir la distinction du droit et du fait. En droit, ainsi, on assiste effectivement, à partir de la fin du Moyen Âge, à une redéfinition intellectuelle généralisée de la pratique artistique, notamment à travers la mise en valeur des rapports entre la peinture et les arts libéraux traditionnels. La réinvention moderne de la perspective, dans la Florence du XVe siècle, dans l'entourage de Filippo Brunelleschi puis de Leon Battista Alberti, et les supports théoriques qu'elle a exigés afin de la légitimer, je pense évidemment au De Pictura de Leon Battista Alberti, 1435, a joué dans ce domaine un rôle crucial. Ainsi, l'atelier, considéré comme le symptôme d'un art encore attaché à sa production manuelle et matérielle, doit être mis entre parenthèses, ce qui est le cas dans la plupart des écrits théoriques de l'époque, à l'exception notable de ceux des Léonard de Vinci, qui sont toujours toutefois des notes privées. Si, comme le souligne Giorgio Vasari dans ses vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes italiens, la manière d'un artiste, sa manière, son style pour ainsi dire, est d'abord liée à son caractère, en grande partie inné, l'atelier est-il encore le lieu pertinent pour comprendre et expliquer ses œuvres ? Cette position vis-à-vis de la pratique artistique est toutefois une position de droit. En fait, n'importe quel peintre de l'époque est d'abord un artisan. Il fabrique ou fait fabriquer des objets en utilisant ses mains et des matériaux appliqués sur un support. De ce fait, l'arbre des arts libéraux cache la forêt des arts mécaniques. Et l'atelier demeure, jusqu'à ce qu'il soit progressivement démantelé à partir du début du XXe siècle par le ready-made du Champien, l'art conceptuel et la performance, le lieu de travail où un artiste se rend chaque matin est situé le plus souvent dans sa propre demeure. Dès lors, on peut se demander si dans l'histoire des pratiques artistiques, l'atelier de la période moderne n'est pas moins une révolution qu'une évolution, accompagnant l'évolution économique et institutionnelle des arts et leur progressive sécularisation au sein de la société civile. La structuration des différents marchés de l'art, qui existaient déjà durant l'Antiquité et au Moyen Âge, sans être strictement indépendants des projets de construction politique ou religieux, l'accroissement et l'enrichissement du nombre des commanditaires potentiels, et la généralisation des cultures de cour sur tout le territoire européen ont certainement favorisé la reconnaissance de l'atelier comme un espace autonome et légitime de la production artistique. Dans l'Italie du XVe siècle, de Verrocchio à Florence à Raphaël à Rome, la bottega devient une véritable entreprise, dirigée par un maître dont le travail est d'abord celui de l'invention, la conception de la composition des œuvres par le dessin, dont les idées sont ensuite transmises et confiées par l'entremise des cartons et de modelli aux garzoni, les artistes en formation, et aux lavoranti, les artistes indépendants, contractuellement ou personnellement liés à un atelier qu'ils ne dirigent pas eux-mêmes. Et ces artistes s'occupent de l'exécution des œuvres, souvent revues et corrigées par les dernières touches du maître d'atelier. Il arrive d'ailleurs que l'atelier ne soit plus que l'annexe de la maison de l'artiste, qui sur le plan architectural ou symbolique incarne la présence même du peintre au sein de l'espace social et urbain sous la forme d'une maison d'artistes, comme ce que l'on trouve chez Vasari, Rubens, Jordaens, ou d'une demeure patricienne chez Rembrandt. Dans ce contexte, les artistes solitaires, comme Michel-Ange, qui a employé très peu de collaborateurs, ou Vermeer, dont on ne connaît le nom d'aucun apprenti ou assistant, font désormais exception. La pratique artistique est désormais collective, ce qui fait des grands maîtres d'ateliers européens du XVIe et du XVIIe siècle, comme Raphaël, Tintoret, Rubens ou Rembrandt, de véritables pseudonymes ou des marques de fabrique plutôt que des individus au sens strict du terme. Rechercher leurs mains dans les œuvres, issues de leur atelier, serait absurde ou naïf.